Je ne savais pas comment commémorer ce jour sombre sans déprimer. Et grâce à vous, vous voyez, je me sens moins seul comme Européen face au 5e anniversaire du déclenchement du Brexit. Bon, Roselyne, on a un quart d'heure. Hein, Oui, un quart d'heure, 20 minutes. Hein. ok. Oui. Donc, est-ce que le Brexit est un divorce à l'amiable? Pour répondre à cette question, je voudrais répondre au préalable à une question, me semble-t-il, qui se pose en amont, puisqu'aujourd'hui, on est le 23 juin, donc c'est pas mal, je trouve, de se rappeler de l'état dans lequel était le débat public le 23 juin 2016 et dans les semaines qui ont suivi. Je pense que tous autant que nous sommes, nous devons avoir un souvenir partagé à peu près commun, à peu près équivalent, qui est d'une part l'incrédulité, d'autre part la sidération, et troisièmement le sentiment que l'Europe était en train de se déconstruire, que c'était le premier d'une série de dominos qui était en train de tomber. En tous les cas, la tonalité la plupart des commentaires et la plupart des commentateurs étaient extrêmement sombres. Alors, je sais bien que les médias, dire, une partie de l'existence des médias se justifie ou se caractérise par le fait qu'ils sont soit très très enthousiastes, soit très catastrophés. Mais même même dans les cercles européens dont nous sommes, même dans les cercles académiques, qui sont censés être un peu plus de recul sur les choses, il y avait quand même beaucoup, non seulement de tristesse, ça c'est une chose, mais également de pessimisme sur la suite. Or, il me semble qu'un premier élément de réponse à la question posée par Rosine et par Johan, c'est quand même que 5 ans plus tard, vous voyez, tout va très bien. Je veux dire, l'Union européenne tourne toujours, elle est là. Il n'y a pas eu de Nexit, il n'y a pas eu de Magyarxit, il n'y a pas eu de Frexit, enfin, vous voyez, bon, il n'y a pas eu d'Italixit. Et donc, alors, ça ne répond pas vraiment à la question de savoir si c'est un divorce à l'amiable ou un divorce pour faute, mais en tous les cas, ça indique quand même si bien sûr on peut ne pas être d'accord avec ce que je vais énoncer à l'instant, que le Brexit a d'abord été le point d'orgue d'une crise britannique, plutôt que d'être, comme beaucoup de gens me disaient à l'époque, le point d'orgue d'une crise européenne. Voilà. Et moi, je tiens beaucoup à mettre en circulation et en débat avec vous cette hypothèse. J'y tiens parce que je pense que la question se pose toujours, même si elle se pose maintenant d'une façon plus apaisée. Mais j'y tiens aussi parce que, à l'époque, à savoir en 2016, on n'était pas très nombreux à considérer que c'était plutôt une crise britannique qu'une crise européenne et qu'il n'y aurait pas d'effet domino. Voilà. Donc, je pense que c'est bien de se rappeler de ça. C'est bien de se rappeler qu'en 2016, il y avait un espèce de sentiment un peu catastrophé, d'accord? Non pas seulement lié au fait que l'UE était délestée d'un, on pourrait appeler ça, d'un grand pays, d'un peuple ami, enfin voilà, bon, c'est sûr, c'est le premier rétrécissement hein, de l'histoire de la construction européenne, d'accord? Voilà, hein, jusqu'à présent, il n'y avait que des élargissements, là, il y a un rétrécissement. Bon, alors effectivement, c'est un peu un coup d'arrêt ou un coup dur, mais finalement, c'est plus un coup dur qu'un coup d'arrêt. Voilà, donc ça, c'est un premier élément de réponse. Je pense que c'est... enfin voilà, en tout cas, moi, ça fait vraiment partie des quelques éléments dans le temps qui m'est imparti que je souhaite débattre avec vous, enfin, mettre en circulation comme proposition. Bien. Deuxième manière de répondre à cette question, deuxième manière de considérer la question, c'est que les négociations tout au long de ces 5 années ont, d'une manière qui là aussi
a surpris les commentateurs. Bon, ça, malheureusement, c'est un peu la presse française. Les 5 années de négociations ont témoigné d'un front uni des 27. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un peu une caractéristique française que de toujours voir le verre à moitié vide, à savoir l'Europe des unis. Voilà. Moi, par rapport à ça, j'ai une image ou une comparaison, si vous voulez. Je dis, si on considère que l'Union européenne est une fédération d'États-nations ou une association démocratique, d'accord? Bon, on peut donc comparer le fonctionnement de l'UE ou la vie politique de l'UE avec la vie politique d'un État démocratique comme la France, l'Allemagne, l'Estonie, les États-Unis, l'Indonésie, que sais-je. Bien. Bon, ben, il y a toujours une majorité, une opposition. Voilà, prenons les élections régionales, là, qui viennent d'avoir lieu. Prenons la Bretagne, d'accord, il va y avoir 5 listes au deuxième tour. Bon, personne ne dit, mon Dieu, la Bretagne va disparaître, mon Dieu, la Bretagne est en train de se dissoudre. D'accord? Ça paraît au contraire. Alors, on peut dire, c'est l'éditorial du Monde d'aujourd'hui, ah mon Dieu, le paysage politique est fragmenté. D'accord? Le paysage politique est fragmenté. Mais pour autant, on ne dit pas, la Bretagne est au bord de l'implosion. Voilà. Donc, moi, je suis toujours très surpris, même si ça peut s'expliquer, de ces lunettes avec lesquelles, à chaque fois qu'il y a dans le débat européen des positions exprimées, enfin une coalition pour, une coalition contre, une coalition numéro 3, une coalition numéro 4, on dit, ah mon Dieu, c'est la catastrophe, ça y est, on vous l'avait bien dit, l'Europe est en train de disparaître. Ben non. Mais bon, je ferme cette parenthèse parce que précisément s'agissant du Brexit, en 5 ans, il n'y a pas eu une seule fois, une seule situation où, dans les 27, il y avait une majorité et une opposition s'agissant du Brexit. C'est quasiment unique dans l'histoire de l'intégration européenne. Voilà, il y a eu un front commun, un front uni, qui a duré quasiment du 24 juin 2016 à aujourd'hui, encore aujourd'hui, quand Boris Johnson disons, fait ses provocations, il y a toujours en face de lui la Commission plus les 27. Voilà. Bon. Donc de ce point de vue-là, encore une fois, je ne réponds pas directement à la question divorce à l'amiable ou divorce pour faute, mais enfin en tous les cas, le Brexit, pour une deuxième raison, a démontré par l'absurde que l'Union européenne est quelque chose qui marche. Quand je dis qu'il marche, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des limites, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tas de choses qu'on peut critiquer. Voilà, mais en tous les cas, le côté c'est une crise, on vous l'avait bien dit, regardez, il y a eu les populistes, il y a eu le non en 2005. Bon, ensuite, il y a eu les gilets jaunes. Bon, voilà, il y a eu Trump et il y a le Brexit. Donc, vous voyez, ben non, le Brexit, effectivement, s'inscrit pour une part dans les indices de la crise, appelons-la démocratique de l'Europe, mais c'est une modalité particulière et c'est surtout l'expression d'une crise des Britanniques en Europe ou des crises des Britanniques tout court. Voilà. Et donc, par rapport à ça, moi, j'ai assez tendance à dire, bon, là aussi, je suis obligé d'aller vite, mais donc c'est un énoncé un peu schématique, mais bon, les Britanniques avaient un problème, ok, ils sont sortis, ok, ils sont contents, c'est-à-dire ils sont toujours coupés en deux. Il y a encore eu un sondage aujourd'hui, c'est exactement les mêmes chiffres qu'il y a 6 ans, au moment des sondages pendant la campagne électorale, puis les mêmes chiffres, c'est-à-dire c'est 51, 49, alors soit dans un sens, soit dans l'autre. Voilà. Donc, ce qui est formidable, c'est qu'en tous les cas, il y a cette espèce de constance qui est que depuis 6 ans, il y a la moitié des Britanniques, alors je ne sais pas si à chaque fois c'est la même moitié qui est pour le Leave et la moitié qui est pour le Remain. Voilà, très bien. Bon, ok, donc il y a la moitié des Britanniques qui sont malheureux. C'est quand même ça que ça veut dire. Et du coup, ça a sans doute pesé
dans le fait que malgré tout, la manière dont les gouvernements britanniques ont négocié était quand même au final pas un hard Brexit, mais bon, peut-être pas non plus un soft Brexit, mais en tout cas quelque chose qui ressemblait à un divorce à l'amiable. Voilà, hein, parce qu'au final, troisième élément de réponse à la question, quand on regarde les modalités, appelons-les juridiques et politiques du divorce, qu'est-ce qu'on a? On a un accord et un traité. Dans l'accord donc de février 2020, c'est bien 2020, je me trompe. Non, de février, oui, 2020, c'est ça, oui. On a un accord en février 2020. On a quand même un accord par lequel les éléments qui pouvaient mener à des impasses politiques ont été comment dire, appréhendés et on a essayé de trouver des solutions. Bon. On se rend compte depuis le mois d'avril que sur la solution du problème irlandais, on a eu un petit point aveugle. Je dis nous parce que je me mets dans les Européens, je me mets comme acteur de la société civile dans les 27 et comme universitaire et comme intellectuel dans les 27 qui ont écrit des trucs en disant le protocole irlandais c'est formidable et comme les acteurs politiques qui l'ont négocié, je me suis planté puisqu'on a oublié les loyalistes. Voilà. Hein. Mais dans l'ensemble, on a quand même réussi avec le protocole irlandais à faire quelque chose qui est très très européen, c'est-à-dire à dire écoutez voilà, hein, la culture européenne, la culture politique européenne, le territoire européen tel qu'on l'invente depuis 1950, c'est quelque chose où le nationalisme n'est pas vraiment une force, c'est quelque chose où les frontières et où l'appartenance à une identité monoscalaire n'a pas vraiment d'intérêt, ne doit pas nous empêcher d'avancer. Et on a inventé avec les Irlandais, enfin les Britanniques, les Irlandais et les Européens, quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Nulle part ailleurs dans le monde, c'est-à-dire, enfin, sous réserve qu'on vérifie, hein, absolument de manière systématique, c'est-à-dire qu'on confie, hein, c'est-à-dire que nous, les Européens, on confie aux douaniers britanniques, d'accord, le fait de vérifier que les marchandises qui vont arriver chez nous viennent bien, enfin, comment dire, ne sont pas des marchandises qui ont été étiquetées bon pour l'Ulster. Et donc, on confie aux Britanniques finalement la surveillance quasiment exclusive de la frontière de l'UE avec le Royaume-Uni. Je trouve que pour des gens qui divorcent, franchement, c'est plutôt un très très bon signe. Voilà, hein. Parce que je pourrais vous faire comme tout le monde dans les médias aujourd'hui la liste de tous les trucs qui clochent, mais les trucs qui clochent, de mon point de vue, c'est finalement assez marginal. Il y en a un seul, je trouve, qui est vraiment triste, qui est surtout triste pour les Britanniques et également pour les Européens, c'est que Johnson a tenu, hein, à ne pas mettre le Royaume-Uni dans Erasmus. Hein, comme vous le savez, Erasmus, il y a beaucoup plus de pays dans Erasmus que de pays membres de l'UE. Il y a la Turquie, il y a la Russie, enfin, je veux dire, Erasmus, c'est quasiment aussi large que le Conseil de l'Europe. Et le gouvernement Johnson, dans sa grande intelligence, a tenu à ce que les Britanniques sortent d'Erasmus, alors que, évidemment, comme toujours, nous les Européens, comme toujours, parce que déjà en 1950, on voulait qu'ils rentrent dans la CECA, en 1957, on voulait qu'ils rentrent dans le marché commun. Bon, voilà, enfin, je veux dire, c'est toujours les Britanniques qui veulent se tirer, c'est toujours eux qui ne veulent pas rentrer, et c'est toujours nous qui leur disons venez ou ne partez pas. Bon, voilà. Donc, je trouve qu'on a été vraiment sympa, hein, qu'on a inventé des dispositifs où vraiment on montre qu'on se fait confiance. Et quand je dis qu'on a vraiment été sympa, et je terminerai là-dessus pour dire que c'est un divorce à l'amiable, c'est que, encore une fois, si on considère que l'Union européenne est une entité fédérale, hein, un genre assez singulier, hein, ce n'est pas un État fédéral comme les États-Unis ou l'Allemagne, ou même l'Espagne, mais c'est une vraie entité fédérale sui generis. Dans l'histoire de l'humanité,
c'est très rare, je dis c'est très rare parce que je n'ai pas fait une étude systématique, donc à mon avis, c'est même probablement unique, que lorsqu'une entité fédérée dit « Coucou, je m'en vais », et je m'en vais d'ailleurs parce que c'est écrit, hein, c'est écrit dans le traité, dans la Constitution, j'ai le droit de partir. C'est très très rare que ça se passe pacifiquement. En général, on dit ouais, c'est écrit, mais en fait, tu ne respectes pas les clauses, donc on va t'empêcher de sortir. Guerre de sécession, partition de l'Inde, euh, guerre en ex-Yougoslavie. Voilà, c'est très très rare, pour ne pas dire unique, que quand une entité fédérée dit je m'en vais, l'entité fédérale dit un, je suis d'accord, deux, on va t'aider à partir, trois, on te propose de signer un contrat par lequel tu conserveras le plus possible de liens avec nous. Voilà, c'est ça qui s'est passé quand même, hein. Donc si vous voulez, tous les problèmes, et il y en a, mais c'est vraiment, si vous voulez, comparé à une guerre de sécession, comparé à un hard Brexit avec des barbelés qu'on mettrait au milieu de la Manche, c'est-à-dire comparé à toutes les situations qui historiquement ont existé dans l'histoire universelle, comparé à une invasion militaire du Royaume-Uni par l'Europe, comparé au fait qu'on vire les Britanniques de tous les programmes dans lesquels ils étaient avec nous, comparé au fait qu'on pourrait leur dire on ne veut plus faire la défense européenne avec vous, alors qu'on a inventé des dispositifs entre 2017 et 2020, hein, notamment la fameuse initiative européenne d'intervention, qui est un truc qui a été inventé exprès pour garder les Britanniques dans la politique européenne de défense. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est un divorce à l'amiable, et ça reste un divorce. Donc évidemment qu'il y a toujours un mauvais coucheur, évidemment qu'on se fait toujours la tête, évidemment qu'on a toujours des tas de reproches à se faire, évidemment qu'on pense que c'est toujours la faute de l'autre. Sinon, ça ne s'appelle pas un divorce, hein. Bon, voilà. Mais donc, pour les trois grands types de raisons que j'ai évoquées et que je vous propose, c'est juste une analyse, hein, parmi d'autres. La réponse est oui, c'est un divorce à l'amiable, sans aucun conteste. Voilà, en ce qui me concerne. Merci, merci beaucoup Sylvain de cette analyse, et merci de nous donner aussi des raisons d'espérer et d'avoir su montrer quand même une notion positive malgré ce divorce qui est quand même un divorce. Alors, on a hâte d'entendre aussi, je pense, Arthur sur cette question. Donc, sans plus tarder, Arthur, je te donne la parole. Sans transition, bonjour. Bonsoir d'ailleurs. Alors, du coup, en fait, la question du divorce en lui-même a été bien traitée par Sylvain, ce qui va me permettre, moi, de prendre un chemin détourné pour ne pas me plier au thème imposé et aller enfourcher un de mes dadas. Il se trouve que, ayant fait mes études à Assas, je connaissais à l'époque beaucoup de gens qui étaient chevènementistes, souverainistes, etc. Et une grande partie de ma formation intellectuelle sur les sujets européens était faite par l'angle théorique de la question du souverainisme. L'arrivée du Brexit, qui était quand même censé être le point d'orgue de cette question, se termine en fait dans une faillite de la pensée souverainiste, de mon point de vue, qui a perdu une grande partie de sa substance à l'issue de ceci. D'abord, il y avait tout un caractère de résistance à une oppression européenne, la prison, les chaînes et tout l'imaginaire qui était convoqué. Sylvain Kahn a très bien fait remarquer que les Anglais ont dit bon voilà, en fait nous on va organiser notre référendum, on a fait notre référendum, on part, ok, partez, et voilà donc l'Union européenne est réellement une association libre. Ça c'est un premier point, et c'est effectivement historiquement extrêmement inaccoutumé. Le deuxième point, c'est que
alors que la question qui se posait, c'était la grande eschatologie de la fin du monde et du délitement de l'Union européenne par tranche. En réalité, c'est aujourd'hui le Royaume-Uni qui commence à éprouver quelques difficultés en Irlande du Nord et une relance de la question de l'indépendance écossaise. Donc, la partie qui se retrouve finalement couturée de frontières, quelque part, c'est le Royaume-Uni. Là où on me disait Schengen va sauter, etc. Bon, le COVID a un peu fait son œuvre, mais les choses redescendent. Concrètement, on est en train de discuter d'une indépendance à nouveau de l'Écosse. On est en train de discuter d'une frontière entre l'Irlande du Nord et la Grande Île, la Grande-Bretagne. On est en train de discuter d'une frontière administrative à l'intérieur du Kent, c'est-à-dire autour de Douvres, parce que comme les infrastructures portuaires de Douvres ne permettent pas d'accueillir le traitement administratif des douanes, en fait, les douanes seraient déplacées à une centaine de kilomètres et il y a une espèce de zone franche qui a été mise en place dans le Kent, dont on ne sait pas combien de temps ça va perdurer, mais qui du coup est en fait une zone douanière pour les poids lourds. Or, les gens qui habitent le Kent continuent par ailleurs à être ravitaillés par poids lourds. Donc, c'est la Grande-Bretagne qui, très paradoxalement, sort couturée en l'état de ce processus. Alors, à ça, deux questions. D'abord, il se trouve qu'on a quand même un gouvernement britannique dont les capacités sont un petit peu discutables. C'est vraisemblablement pas le gouvernement le plus habile et le plus compétent qu'ils aient eu ces 50 dernières années. Est-ce que les choses se seraient passées extrêmement différemment avec un gouvernement bien charpenté? Je vais donner un exemple. Les infrastructures de douane ont été mises en place en Irlande du Nord, aux Pays-Bas, en France. Elles ont été testées, elles sont prêtes à fonctionner. Elles n'ont pas été mises en place au Royaume-Uni. C'est-à-dire que le pays qui fondamentalement voulait remettre une frontière et voulait contrôler ses frontières est le pays qui n'a pas été capable de remettre en place une douane d'un point de vue pratique. Ils ne les ont pas. Ils n'ont pas les douaniers, ils n'ont pas les postes de douane, ils n'ont pas le système informatique qui permet de le faire. Je ne sais pas où ils en sont, mais il y a 6 mois, ils n'avaient pas encore commandé le système informatique. Autant dire qu'ils ne sont pas prêts du tout à assumer matériellement les choses. C'est pour ça qu'ils passent leur temps à demander des délais derrière. C'est quand même assez mystérieux dans le sens où c'est leur projet politique central depuis des années maintenant. Donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe? Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est la vision en creux du souverainisme. C'est-à-dire que le souverainisme avait été vécu comme un espèce de miroir négatif de tout ce que pouvait être l'Europe. En fait, tout ce qui n'allait pas, c'était l'Europe, etc. Il suffit qu'on soit en mesure de décider nous, et puis on va voir ce qu'on va voir. Et au final, quand on leur demande, écoutez, qu'est-ce que vous allez faire de différent maintenant que vous êtes maître de votre destin? Et c'est l'énorme problème, c'est qu'en fait, ils n'ont pas de politique fixée. Ils ne sont pas capables de faire eux-mêmes leurs choix. Le problème de l'Irlande du Nord, par exemple, c'est un problème d'arbitrage politique. Ils ne savent pas quoi faire de l'Irlande du Nord, concrètement. Le Good Friday Agreement indique qu'il ne doit pas y avoir de frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Il faut donc soit qu'il n'y ait pas de frontière, soit qu'il y ait une frontière ailleurs. Donc deux possibilités, soit on met une frontière à l'intérieur de la mer, c'est ce qu'a proposé le gouvernement britannique, pas l'Union européenne, hein, c'est la solution britannique, dont ils disent aujourd'hui qu'en fait, a posteriori, ils ne peuvent pas la mettre en place parce que, et c'est assez vrai, ça coupe leur pays en deux. C'est une frontière interne à leur pays, ce qui est quand même assez particulier. Fort bien. L'Union européenne proposait qu'il n'y ait pas de frontière si le Royaume-Uni restait dans le marché unique. C'était le projet de départ du Brexit, puisque tous ceux qui avaient fait campagne pour le Brexit disaient, mais bien entendu, nous resterons dans le marché unique. On a vu tous les meetings, ils ont tous dit il est hors de question qu'on sorte du marché unique. Qui voudrait sortir du marché unique?
Ensuite, ils ont, entre guillemets, découvert que rester dans le marché unique, ça voulait dire appliquer les normes du marché unique, très bizarrement. Et donc, ils ont dit, en fait, on sort du marché unique. Et là, ça veut dire qu'il faut une frontière. L'Union européenne a encore fait une proposition informelle qui est de dire, écoutez, cette histoire de frontières, on pourrait peut-être les limiter aux biens matériels et pas à la nourriture. Il suffirait que vous vous engagiez à rester dans la partie nourriture du marché unique. C'est-à-dire que vraiment, comme le disait Sylvain Kahn, on n'est quand même pas dans des divorces extrêmement violents où on s'envoie les pots de fleurs à la tête, hein, ou les tanks. On est quand même assez arrangeant. Et donc, pour tous ceux qui ont connu Yes Minister, nous sommes dans la guerre de la saucisse. Elle était prédite il y a des années, dans les années 80, par une série télévisée anglaise qui s'appelait Yes Minister. Nous y sommes exactement. Il semble, j'ai vu une rumeur sur Twitter cet après-midi, que peut-être que le gouvernement britannique aurait réussi à forcer l'Union européenne à accepter qu'il reste dans la partie nourriture pour encore un an ou deux. Il faut dire évidemment l'inverse, c'est qu'ils ont fini par accepter. Je ne sais pas si c'est réel ou pas. C'est une des portes de sortie. Mais ce qui est très frappant, c'est qu'au final, ils sont totalement incapables d'arbitrer ce qu'ils font. Ils viennent de signer avec l'Australie pas encore un accord commercial, mais enfin les grandes lignes d'un accord commercial dans lesquelles ils s'engagent notamment à acheter à l'Australie du poulet au chlore. Il n'est évidemment pas question que les Européens se retrouvent avec du poulet au chlore sur leur territoire, donc qu'est-ce qu'on fait? Si le poulet au chlore arrive assez massivement en Angleterre parce que l'Australie a des coûts de production en matière animale, notamment parce qu'ils n'ont aucune régulation ou quasiment aucune sur les conditions d'élevage, par exemple, par rapport à ce qu'on a en Europe et en Angleterre. Si le Royaume-Uni se retrouve inondé de poulet au chlore et qu'il n'y a pas de frontière sur le marché alimentaire entre le Royaume-Uni et l'Irlande, qu'est-ce qui se passe? Donc on commence, jusqu'ici, le problème n'était pas encore extrêmement aigu, on pouvait continuer à avancer sans trop de problèmes puisque on discute, bon, les normes anglaises restent des normes européennes, la divergence n'a pas encore eu lieu dans les faits. Demain, quand les accords commerciaux de nouvelle génération que l'Angleterre est en train de conclure vont rentrer en vigueur, ça va être plus compliqué. Et donc, les choix à faire ne sont pas clairs. C'est d'ailleurs pour ça que le DUP, le Parti loyaliste irlandais, est en implosion permanente en ce moment. Il n'arrive plus à faire fonctionner les institutions d'Irlande du Nord. Il n'arrive plus à conserver un leadership. Ça fait il y a un manège des dirigeants. Parce que la réalité, c'est qu'ils ont essayé de se saisir du Brexit pour remettre en cause le Good Friday Agreement, qu'ils n'ont jamais réellement accepté, et que, en réalité, ils essayent de faire pression à travers le gouvernement britannique pour faire sauter l'absence de frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Le DUP veut une frontière, d'où toute la difficulté de la chose et la pression que la communauté internationale met sur le Royaume-Uni. Voilà, c'était j'ai suivi la pente. Est-ce qu'il y a des questions ou des thèmes que vous souhaiteriez nous voir développer? Oui, alors, oui, merci pour ces deux présentations. Oui, il y a quelques questions, beaucoup de questions même déjà. On peut commencer par le commencement. Finalement, tout part de là. Bernard vous demande, et remet en cause d'ailleurs au passage le titre de cette soirée, parce qu'il fait remarquer que pour divorce, il aurait fallu union. Alors c'est un petit peu ironique quand même, mais au fond, est-ce qu'on peut considérer que, ou est-ce qu'on ne peut pas considérer que même avant le Brexit, la Grande-Bretagne ne faisait déjà pas partie de l'Union? On peut peut-être rappeler le rôle, le statut tout de même assez particulier qu'avait le Royaume-Uni dans l'Union.
Oui, c'est pas parce qu'on fait chambre à part qu'on n'est pas marié. Euh, le, le Royaume-Uni avait un projet à terme différent du reste de l'Union dans la mesure où il ne souhaitait pas se fondre dans la future Union européenne dont on sent bien qu'à la fin, c'est une forme de fédéralisme. Et d'ailleurs, déjà beaucoup aujourd'hui en pratique. Euh, c'est dû, je pense, essentiellement au fait que c'est le seul pays d'Europe à ne pas avoir subi la dictature au cours de ce siècle et à n'avoir été envahi ni par les Russes ni par les Allemands. Ce qui signifie qu'ils n'ont pas, je pense, ce qui signifie qu'ils n'ont pas, en termes d'imaginaire, besoin de reconstruire quelque chose dans une sortie de guerre civile interne. Ils n'ont pas le même projet de civilisation, si je puis dire. C'est pas un terme péjoratif vis-à-vis des Anglais de ce point de vue-là. C'est simplement qu'ils ne se voient pas, on va dire, aussi charnellement comme membres de l'Europe continentale, qui a quand même partagé des choses un peu plus violemment, même s'il y a eu beaucoup de soldats britanniques dans les tranchées et dans la Seconde Guerre mondiale. Il y avait le fait qu'ils adhéraient à une version plus libérale de l'Europe, plus grand marché, plus bon. C'est vrai, c'était pas les seuls. Il y a toujours des gens dans l'Union qui sont un peu sur cette ligne-là. Ça fait partie des tendances entre Européens et ce qui arrive à la fin est comme toujours un espèce de compromis un peu mal branlé entre les différentes composantes de l'univers intellectuel européen. De ce point de vue-là, ils ne se distinguaient pas beaucoup. Ils étaient en revanche extrêmement intégrés au fonctionnement quotidien de l'Union européenne. C'était une nation qui avait réellement investi les institutions européennes pleinement, qui envoyait des gens de valeur, qui prenaient sa place et qui défendaient ses thèses. Elle a donc beaucoup contribué à façonner l'Europe existante, pas seule, mais beaucoup contribué. Donc, je pense que dire que rétrospectivement, en esprit, ils n'allaient pas dans la même direction que nous, mais enfin, ils étaient quand même bien là, de mon point de vue. Alors, si Sylvain Kahn, peut-être que l'optimisme et ce que vous avez dit précédemment, de voir la bouteille à moitié pleine plutôt que la bouteille à moitié vide, va vous conduire peut-être à aller davantage dans le sens esquissé par Arthur Collin. La Grande-Bretagne était bel et bien membre de l'Union européenne ou elle était déjà un peu en partance avant même le Brexit? Bah, comme, comme, comme ça a été dit dans le chat, la Grande-Bretagne a. On peut faire une blague à propos de la Grande-Bretagne en disant que lorsqu'elle a eu un pied dedans, elle avait toujours un pied dehors. Et on peut se demander si maintenant qu'elle est sortie, est-ce qu'elle ne va pas avoir un pied dehors en cherchant à garder un pied dedans. Bon. Et ce qui caractérise la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, comme État membre de l'Union européenne, c'est sa capacité à obtenir des exemptions et des dérogations. Voilà. On peut dire que l'un des apports, et peut-être même l'apport le plus important du Royaume-Uni à la construction européenne, c'est l'Europe à la carte. Voilà. Parce que jusqu'à l'entrée du Royaume-Uni en 1973, aucun État membre n'avait jamais demandé des dérogations, des exemptions, etc. Et ça a commencé d'être inventé pour eux, avec eux, dès 1973, hein, tout de suite. Donc, ça, c'est la première chose. Et dans une certaine mesure, c'est plutôt quelque chose comment dire, qui a fait ses preuves. Hein, qui a fait ses preuves au fur et à mesure que l'Union européenne s'est élargie. Bon. Alors, à partir de là, on peut dire oui, bah, plutôt qu'un mariage, peut-être que c'était un pax. Hein.
s'agissant des Britanniques, mais on peut dire un peu la même chose pour les Danois, on peut dire un peu la même chose pour les pays qui ne sont pas dans l'euro, pour les pays qui ne sont pas dans Schengen. Voilà. Bon. Ça, c'est un peu comme ça que moi, j'aurais tendance à répondre à la question. Les Britanniques, une fois qu'on a dit ça, ont été, je crois, très, très actifs au sein de l'Union européenne. On a particulièrement vu ça au sein du Parlement européen. Les les eurodéputés britanniques étaient bien plus assidus, bien plus sérieux, bien plus actifs, avaient une influence bien plus grande que, par exemple, les parlementaires français ou italiens. Quand bien même, il est quand même arrivé à peu près la moitié du temps, pendant à peu près la moitié du temps depuis 73, pendant les 43 ans où les Britanniques étaient là, je dis 43, c'est 47, où les Britanniques ne siégeaient pas dans un des deux grands groupes, puisque le Parti conservateur britannique a passé à peu près la moitié de son temps soit au PPE, soit hors du PPE. Voilà. Donc, bon, je pense que cette appréciation consistant à dire que tel pays n'est pas vraiment dans l'Union européenne, on pourrait le dire, bon, on pourrait le dire aussi pour les Autrichiens, du point de vue belge, on pourrait le dire pour les Français. Enfin, vous voyez, bon, c'est-à-dire que dire ça, c'est le dire, enfin, comment dire, c'est un petit peu postuler qu'il y a une manière d'être un État membre. Or, je pense que une des caractéristiques de l'Union européenne, ou de cette entité fédérale qu'est l'Union européenne, c'est qu'en fait, il y a à peu près autant de raisons, on peut dire nationales, de rentrer dans l'UE qu'il y a d'États membres. Il y a à peu près autant de manières d'être un État membre qu'il y a de culture nationale. Bon, voilà. Bon, enfin, voilà ma réponse à cette question. Alors, pour revenir sur un autre aspect de vos interventions, vous avez l'un et l'autre souligné que, et fort heureusement, on n'a pas envoyé de chars ou de divisions blindées au-delà de la Manche et réciproquement. Mais alors, est-ce que, du coup, on ne pourrait pas conclure que finalement, même si ça a pris du temps, quitter l'Union européenne, c'est pas impossible et que par conséquent, on pouvait s'attendre à un renouveau des opinions en faveur du Frexit ou de je ne sais quel départ d'autres États. Et on a quand même le sentiment que c'est l'inverse. On voit les formations politiques, notamment en France, les plus radicales, revenir sur cette idée, dire que bon, même l'Europe, mais une autre, enfin voilà, mais les thèses visant à la sortie de l'Union européenne semble éteinte ou assagie. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène? Si par ailleurs, comme vous le dites, tout se serait pas si mal passé que cela. Je vais répondre en premier. Ben, ça s'explique, me semble-t-il, pour deux grandes raisons. La première, c'est que on a assez rapidement compris que ça allait être assez compliqué, pour ne pas dire une galère, pour les Britanniques de sortir. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, ben, reconstruire ce qui, dans l'appareil d'État, permet d'être un État-nation qui n'appartient pas à une fédération, ben, c'est assez compliqué à faire. Voilà, parce que le Royaume-Uni, ben, quasiment 50 ans d'appartenance à l'Union européenne, évidemment, il s'était délesté de tout un tas de fonctions, et en particulier des douanes. Bon, voilà. Du ministère du Commerce, par exemple, dans une certaine mesure du ministère de l'Agriculture, etc., etc. Bon. Par ailleurs, tout le monde s'est assez rapidement rendu compte que ça risquait de coûter cher. Bref, pour le dire d'une formule empruntée à Jacques Delors, les Britanniques et tous ceux qui regardaient ça se sont très rapidement rendus compte du coût de la non-Europe, de la non-appartenance à l'Europe. Bon.
Alors, une fois qu'on a dit ça, soyons, prudents. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer, parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe dans l'histoire, que les communautés sociales sont animées uniquement par leur intérêt. Parce que si on n'était animé que par nos intérêts, on aurait évité de faire beaucoup de bêtises. Non. S'agissant du Brexit, très clairement, la plupart des Brexiteurs étaient animés par des considérations idéologiques. Bon, après, on aura en plus fait croire que ça allait leur rapporter beaucoup d'argent ou ne rien leur coûter, mais les Britanniques ne sont pas plus idiots que les citoyens européens. Dans leur fort intérieur, ils savaient que c'était faux, mais simplement, ils avaient envie d'entendre, ils avaient envie d'y croire. Voilà. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que ça a cristallisé quelque chose dont les partis eurosceptiques et favorables à une sortie de leur pays de l'Union européenne étaient obligés de gérer avec difficulté, à savoir qu'une grande partie de leur électorat avait compris que la sortie de l'euro, c'est très, 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 très mauvais pour les finances d'un pays comme pour les finances personnelles. Alors, c'est peut-être moins le cas des électeurs de Geert Wilders et du PVV en Hollande, parce qu'on peut imaginer, mais sans le savoir, que si les Hollandais revenaient au florin, ils auraient une monnaie forte, mais ça serait quand même un pari audacieux. Il est clair que pour les électeurs français, pour les électeurs italiens, pour les électeurs de Vox, qui d'ailleurs n'en parlent jamais, ils n'en ont jamais parlé, ou même pour les électeurs de Syriza, qui, quand on leur a posé la question par référendum, ont voté non à la sortie de l'euro. C'est quand même très, très intéressant ce qui s'est passé en Grèce. C'est-à-dire tous les partis politiques qui mobilisaient des électeurs en disant « on va sortir de l'euro et vous verrez ce que vous allez voir », se sont finalement rendus compte qu'ils n'avaient pas de majorité dans leur électorat pour sortir de l'euro pour une raison très simple. Le jour où la France sort de l'euro, tous ceux qui parmi nous ont 5 000 euros sur un compte bancaire ou 20 000 euros sur un plan d'épargne logement, eh bien, du jour au lendemain, au lieu d'avoir 20 000, on aura, dans le meilleur des cas, 15 000, dans le cas le plus probable, 10 000, dans un cas improbable, mais néanmoins pas impossible, 5 000. Voilà. Et bon, alors, pour les Britanniques, évidemment, cette question-là ne se posait pas, puisque les Britanniques n'étaient pas dans l'euro. Voilà. Et donc, il y a quelque chose qui s'est passé de très, me semble-t-il, remarquable, même si c'est un peu triste ou un peu inquiétant, qui est que finalement, au bout d'un moment, tous les eurosceptiques ont compris que le doctrinaire de leur bande, de leur groupe, de leur famille politique qui avait tout compris depuis 2010, c'était Viktor Orban. Voilà. Il y avait une manière d'être anti-européen ou eurosceptique qui ne passait pas par la sortie de l'UE, mais qui passait par l'affirmation de l'intérêt de rester unis dans l'Europe, mais dans une tradition anti-lumière, illibérale, anti-humaniste, et donc qu'il y avait moyen de transformer, ou d'essayer de transformer l'UE de l'intérieur, et donc capter l'héritage au profit d'un projet, encore une fois, anti-lumière ou anti-humaniste. Et le jour où, parce que heureusement pour nous, Marine Le Pen n'a pas du tout l'intelligence, ni la culture, ni les qualifications de Viktor Orban, mais le jour où Salvini, Le Pen, Wilders, Strache ont compris que Viktor Orban, lui, en étant eurosceptique et anti-européen, arrivait au pouvoir en disant on va rester unis dans l'Europe, mais on va changer l'Europe de l'intérieur, ça a rapporté beaucoup. Ils ont changé, disons, ils ont opéré une bifurcation programmatique. Voilà, voilà ma réponse, les éléments de réponse que je propose à votre question. Alors Arthur Collin, peut-être quelque chose à ajouter? Vous avez rappelé le temps très proche, me semble-t-il, de vos études à Assas et du bon climat souverainiste qui y régnait. Alors comment va le souverainisme? Oui, bah ça c'est mon teint de pêche qui ça commence malheureusement à s'éloigner un peu.
En fait, le souverainisme, pour résumer d'un mot, c'était censé être une potion magique qui permettait de tout faire. Et avec le Brexit, les gens voient que, bien ou mal, en tout cas manifestement, ce n'est pas une potion magique. Que le Royaume-Uni d'après ressemble quand même beaucoup sur beaucoup de sujets au Royaume-Uni d'avant et que les points ne sont pas réglés. La revue Front Populaire du très grand philosophe Michel Onfray a fait son premier numéro sur le souverainisme et j'avais été absolument scié de voir que l'ensemble des sujets, c'était le système éducatif français n'est pas bon, sortons de l'Europe. Voilà, c'était ça sur ça. Il prenait chaque truc qui n'allait pas bien en France et la réponse, c'était sortons de l'Europe, point. Une fois que le Brexit est intervenu et que il semble pas que tous les problèmes du Royaume-Uni soient résorbés par le fait d'être sorti de l'Europe, que ça se passe bien ou que ça se passe mal. Le discours sur sortons de l'Europe, soyons souverains, perd une grande part de son intérêt. D'où le fait que beaucoup d'électeurs qui pouvaient être tentés par ça se disent fondamentalement, après tout, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ça n'a pas l'air de changer grand-chose. Au moins, on y est. On sait que si on reste dedans, ça reste comme ça. En revanche, l'autre part du discours sur la souveraineté, c'est en réalité une remise en question de tous les cadres qui limitent l'arbitraire du politique. C'est-à-dire que c'est une doctrine qui est absolutiste et qui vise à permettre au gouvernement de faire absolument ce qu'il veut. Le gouvernement Johnson se caractérise en Grande-Bretagne comme celui qui aura le plus méprisé depuis 1 ou 2 siècles les droits du Parlement britannique. Sur le fait d'assumer quasiment de mentir devant les parlementaires de manière répétée, ce qui est quelque chose qui au Royaume-Uni ne se fait pas. Ou en tout cas avec beaucoup de précautions, on s'arrange pour ne pas répondre à la question, pour répondre à côté, on attaque celui qui l'a posé, on répond tout autre chose, on fait semblant de répondre alors qu'en fait on biaise, mais mentir franchement face à face en blanc, dans le système politique du Royaume-Uni, ça ne se fait pas. Boris Johnson le fait absolument sans problème. Remettre en cause le droit des députés, puisqu'on a eu, avant la dissolution, tout un questionnement pour savoir si les députés britanniques étaient légitimes ou pas à interroger le gouvernement en fait, sur sa politique internationale. On a moins l'habitude en France que le Parlement s'immisce dans l'activité du gouvernement. Au Royaume-Uni, c'est tout à fait normal et attendu. Et on a une sortie de cette logique par le gouvernement. De même, le Royaume-Uni avait commencé à mettre en place une politique de décentralisation vers les grands pays, entre guillemets, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord et l'Écosse, bien entendu, qui s'appelle la dévolution et qui est en fait, depuis les années 70-80, enclenchée et qui est une forme de décentralisation. Clairement, Boris Johnson met en place une recentralisation des normes économiques. Donc on voit qu'il y a quand même un sujet de concentration de pouvoir quand on écoute les souverainistes, en fait, ils nous disent nous, on veut sortir de la Déclaration européenne des droits de l'homme parce que ce gouvernement des juges nous embête. Et d'ailleurs, en fait, le Conseil constitutionnel français, le Conseil d'État, etc., sont des organes qui ne sont pas élus et qui n'ont pas à dire au gouvernement ce qu'il a le droit de faire ou pas. C'est ça, le discours souverainiste. Donc la réalité, c'est que l'Europe est plus vue comme une entrave pour faire certaines choses, mais finalement au même titre que les juges, tout simplement, et que ce qui est recherché, c'est la capacité du gouvernement à ne répondre finalement que devant les électeurs. Et éventuellement, d'ailleurs, quand on va un peu plus loin, quand on pousse la logique jusqu'au bout et qu'on regarde où ça nous mène chez Poutine et chez Orban, de moins en moins devant les électeurs en réalité.
Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait commencé une discussion sur l'espace d'incarnation de la volonté démocratique et qu'est-ce qui se passe quand on met en place une fédéralisation technocratique avec un espace public européen qui n'existe pas encore. Et on se termine finalement sur la remise en cause du pouvoir des juges, ce qui est une trajectoire assez particulière, je dirais, du point de vue de l'analyse démocratique. Mais c'est finalement extrêmement cohérent avec les concepts fondamentaux du souverainisme, qui, si on suit la généalogie, je me méfie toujours des généalogies parce que les constructions intellectuelles sont souvent faites en allant piocher ici ou là et que retourner à la Grèce antique pour dire la vérité de quelque chose, c'est toujours compliqué. Mais enfin, fondamentalement, c'est des doctrines qui sont les héritières de la pensée absolutiste et qui sont construites sur l'idée d'un unanimisme populaire dans la communauté chrétienne autour du roi, quoi. Le modèle politique intellectuel qui est derrière le souverainisme, fondamentalement, c'est ça. C'est pas une logique de l'équilibre des droits, des dissensus entre minorités, etc., où le champ électoral et démocratique permet une discussion, l'établissement de compromis finalement, et le rapprochement des positions vers une position médiane qui est acceptable par tout le monde. L'univers intellectuel du souverainisme n'est pas finalement compatible avec ça. Or, l'Union européenne, c'est, je dirais, un petit peu la logique inverse poussée sous amphétamine. Ce qui fait qu'ils sont apparus assez longtemps comme deux pôles opposés et comme un couple intellectuel. Mais finalement, le sujet du souverainisme n'est pas l'Union européenne, et c'est ce qu'on voit avec le Brexit, puisque le souverainisme continue à remettre en cause l'état de droit anglais, britannique, qui préexiste très largement et qui est une tradition beaucoup plus ancienne que l'existence de l'Union européenne même. Vous venez de souligner, Arthur, le fait, l'interdiction de mentir devant le Parlement anglais. Alors, outre le fait que nous sommes, je l'espère, plusieurs à penser que cette interdiction doit s'imposer au-delà du Parlement anglais, Sans aucun doute. il y avait, lorsque l'on a préparé cette soirée au sein du mouvement européen d'Ille-et-Vilaine, finalement deux partis. Alors, vous allez apprécier immédiatement lequel l'a remporté. Il y avait les partisans, en effet, de la qualification de divorce, alors en plus à l'amiable, voilà, il aurait pu être pour faute. Et justement, il y avait les partisans qui voulaient titrer cette soirée comme, non pas un divorce, mais un abus de confiance, carrément, quoi, soulignant peut-être les propos du Premier ministre britannique, expliquant qu'on avait signé un accord, mais que finalement, si on ne l'appliquait pas tout à fait comme on avait promis de le faire, ce n'était pas si grave. Je crois que le président américain Joe Biden a tensé la Grande-Bretagne en expliquant que sur un plan international, ça ne se faisait pas. Voilà. Qu'en est-il, en effet, de la position du Premier ministre vis-à-vis de l'accord du Brexit? Est-ce que la Grande-Bretagne l'applique véritablement, ou est-ce qu'il faut s'attendre à un contentieux significatif en la matière? Alors, bon, là, je pense qu'il faut distinguer la logique même du Brexit, qui est de toute façon une logique difficile parce que, comme l'avait dit Pascal Lamy, il faut refaire des blancs et des jaunes à partir d'une omelette, ce qui est quand même quelque chose qui n'est pas toujours très simple. Ce serait compliqué pour tout le monde. Et puis, il y a le cas spécifique de Boris Johnson qui est universellement connu, et je ne pense pas le diffamer comme un menteur pathologique. La stratégie de négociation de Theresa May était compliquée parce qu'elle cherchait à unir autour d'un deal des factions politiques internes au Royaume-Uni, en fait, parce que le problème n'était pas tant l'Union européenne que les factions politiques internes au Royaume-Uni et je dirais même internes au Parti conservateur, qui étaient irréconciliables entre elles sur là où elles voulaient aller après le Brexit, c'est-à-dire est-ce qu'on restait dans des choses qui étaient proches de l'Union européenne
Ou bien est-ce qu'on envoyait tout péter et c'était l'Angleterre au grand large sur sa coquille de noix? Boris Johnson, lui, a une approche assez différente, c'est qu'il priorise le fait de réunir tout le monde dans son parti. Et donc, il dit à tout le monde ce qu'il souhaite entendre. C'est sa relation avec l'Europe est une résultante de ça, pas une. C'est un sous-produit de sa relation avec le parti conservateur. Ce qui signifie en fait qu'entre ce qu'il dit, ce à quoi il s'engage, ce qu'il fait, il y a des marges énormes. Mais c'est vrai aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand il indique qu'il a des lignes rouges qu'il ne dépassera pas et que jamais il ne compromettra avec l'Union européenne, l'exemple quand même régulier qu'on a, c'est qu'en fait, à l'heure venue, il les franchit, ces lignes rouges. Et il passe le deal qui est à peu de choses près ce que tout le monde s'imaginait qu'il allait arriver. On l'a vu sur l'Irlande du Nord, où au final, le deal qu'il a proposé était presque plus dur que celui qu'avait négocié Theresa May. On l'a vu sur la pêche, où là aussi, il a accepté des choses qui étaient plus dures que ce qu'on imaginait d'abord. La condition qu'il pose à chaque fois, c'est d'avoir un délai. C'est-à-dire qu'il négocie quelque chose, et ensuite, il veut un délai pour que ça commence à s'appliquer une fois que lui sera parti. Sur la pêche, c'est ça. Sur l'Irlande du Nord, c'est ça. Ce qu'il est en train de négocier aujourd'hui, ce n'est pas une remise en cause du traité. C'est qu'on ne l'applique pas tant qu'il est là. Si je devais résumer la chose. Il demande de la compréhension, de la souplesse dans l'application. Et sur la partie Irlande du Nord, il est assez libre de le faire parce qu'en réalité, cette frontière entre l'Irlande du Nord et le Royaume-Uni a cette particularité que le côté et le Royaume-Uni et la Grande-Bretagne, pardon, a cette particularité que la frontière côté Grande-Bretagne est gérée par le Royaume-Uni et la frontière côté Irlande du Nord est gérée par le Royaume-Uni. Donc c'est quand même une frontière sur laquelle il a assez lourdement la main, et c'est ça qui lui permet à l'heure actuelle de jouer la position d'attente avec des déclarations plus ou moins martiales, des demandes en sous-main, etc. L'Union européenne est particulièrement compréhensive là-dessus parce que en fait elle a les siècles des siècles pour elle, si je puis dire. Mais encore une fois, le fait que commencent à rentrer en vigueur des accords commerciaux avec des pays qui n'auraient pas les mêmes normes alimentaires risque de poser problème sur le calendrier. Aujourd'hui, en réalité, fondamentalement, il n'y a pas de problème, énorme à ne pas appliquer, l'accord du Brexit en Irlande du Nord. C'est les mêmes produits qui circulent des deux côtés. Sylvain Kahn, peut-être des réflexions à ajouter quant à la position et à la politique menée par le Premier ministre britannique qui, et quelqu'un le souligne dans le chat, semble aujourd'hui suivi et apprécié par l'opinion publique britannique. S'agissant de l'Irlande, pour autant qu'on puisse le comprendre, le Parti conservateur, comme d'habitude, se contrefiche du sort des Irlandais. Il n'est pas inutile de rappeler que l'Irlande est sans doute chronologiquement la plus ancienne, puisque c'est le cas aujourd'hui, a été la plus ancienne et la plus longue entreprise coloniale qui existe en Europe, puisque les Anglais, de mémoire, ont envahi l'Irlande, je crois, au XIIe siècle. Et ça ne s'est jamais bien passé. Hein. C'est vraiment resté une domination de type, qu'on peut appeler de type colonial, qui a duré plusieurs siècles. On a eu cette chose absolument stupéfiante de la grande famine en Irlande au milieu du XIXe siècle, alors que le Royaume-Uni était le pays
plus industrialisé du monde et le plus prospère du monde. Bon, donc je rappelle ça juste pour dire que, même si c'est un peu un raccourci, il n'y a pas beaucoup de considération de la part de la classe politique britannique, des élites britanniques et sans doute même du peuple anglais pour l'Irlande. Voilà. Et d'ailleurs, on s'en est rendu compte. On s'en est rendu compte au moment du Brexit. C'est-à-dire que la question irlandaise a surgi après le référendum. Dans la campagne référendaire, c'était vraiment un angle mort. Tout le monde s'en foutait complètement. Bon. Donc, j'ai envie de dire, on n'est pas très surpris que il n'y ait pas beaucoup de considération, d'attention et d'anticipation. Et ce qui vient de se passer en Irlande du Nord, à savoir les émeutes du mois d'avril, contrairement à ce qui a été dit dans un premier temps dans tous les médias français, il n'y a aucun risque, en tout cas ce qui s'est passé en avril, il n'y a aucun indice d'une reprise de la guerre civile. C'est vraiment, je veux dire, c'est des émeutes, des quartiers pauvres, unionistes et loyalistes, dirigés contre, d'une part, le gouvernement provincial, qui, Arthur l'a rappelé tout à l'heure, est un gouvernement paritaire, puisque de par les accords du Vendredi Saint de 98, il y a toujours, de manière institutionnalisée dans le gouvernement, c'est un gouvernement à la libanaise, si vous voulez. C'est un gouvernement où il y a nécessairement des représentants de chaque communauté. Bon, voilà. Et donc là, il y a des émeutes qui viennent vraiment pour l'essentiel des quartiers loyalistes et unionistes qui sont dirigés à la fois contre le gouvernement provincial et contre le gouvernement britannique. Voilà. Bon, donc ce n'est pas du tout pour l'instant la reprise d'émeutes, de conflits intercommunautaires. Donc c'est bien le signe, si vous voulez, que le gouvernement britannique ne fait pas grand cas des Irlandais, et il en fait d'autant moins grand cas, comme vous le savez, que Boris Johnson a un véritable talent politique et a réussi, avec ses élections législatives anticipées du mois de... C'était quand? C'était en décembre 2019, je me souviens bien, a réussi à avoir une majorité sans le DUP. Donc en plus, il n'y a même plus besoin de faire plaisir au DUP, qui est, Arthur le rappelait tout à l'heure, le parti, disons, classique de la communauté loyaliste d'Irlande. Voilà. Donc Johnson, bon, ça c'est un premier exemple. Donc Johnson, en gros, ça lui pète à la figure. Il n'en a pas grand-chose à fiche et il va sans doute essayer d'instrumentaliser cette interprétation complètement erronée que font beaucoup de médias européens, consistant à dire oh, mon Dieu, c'est la guerre civile entre les deux communautés qui reprend, pour essayer d'obtenir de la part des Européens un délai supplémentaire, comme ils l'ont toujours fait quand ils étaient dans l'UE. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les Britanniques ont passé leur temps à obtenir, je le disais tout à l'heure, des exemptions, des dérogations, un allongement de délai. Enfin, bon, voilà. Donc là, ils continuent, quoi. Je veux dire, voilà. Donc il faut qu'on reste patient, il ne faut pas qu'on s'excite. Et à mon avis, ça c'est mon avis, il faut d'autant moins qu'on s'excite qu'on est quand même, on n'y est pas pour rien. C'est-à-dire que avant notre échange là, j'ai réécouté le long d'entretien que Michel Barnier avait accordé à Daniel Desesquelles dans Question d'Europe il y a un mois. On sentait, bon, il a discuté avec tout le monde, Barnier, il a discuté avec le DUP, mais on sentait clairement que pour les Européens, le problème nord-irlandais, c'est un problème britannico-britannique. Et les Européens, ils se sont concentrés sur les accords du Good Friday, c'est-à-dire sur ce qui avait été dealé entre les communautés, d'une part, et l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, d'autre part. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'on a tous un peu oublié, comment dire, les loyalistes, parce que accorder beaucoup d'attention aux accords de 98, c'était surtout accorder
une grande attention au fait qu'on n'allait pas rétablir des contrôles aux frontières. Et ça, les loyalistes, pour eux, ce n'est pas très important. Alors, encore une fois, Barnier a bien discuté avec tout le monde, y compris avec les gens du DUP. Les gens du DUP ont bien donné leur accord sur tout ce qui est dans le protocole nord-irlandais. Simplement, qu'est-ce qui s'est passé très concrètement? Il s'est passé que, comme en Pologne soviétique ou communiste, à un moment donné, il y a des marchandises qui ont manqué dans les supermarchés. Pour la raison qu'Arthur rappelait tout à l'heure, à savoir qu'il y a eu une telle impréparation de l'administration et du gouvernement britannique qu'ils n'étaient pas fichus de mettre en place soit les contrôles, d'accord, et que donc soit les marchandises passaient sans avoir été contrôlées, soit, et c'est plutôt ce qui s'est passé, elles ne passaient pas du tout. Donc à un moment donné, ce sentiment que les Irlandais du Nord pouvaient avoir d'être encore des laissés pour compte du Royaume-Uni a été instrumentalisé des factions radicales de la communauté loyaliste, et du coup, il y a eu ces fameuses émeutes. Alors, on a bien vu que Boris Johnson était capable d'instrumentaliser des choses qu'il ne maîtrisait pas avec les pêcheurs, hein, c'est-à-dire le gouvernement britannique n'accorde pas de licence aux pêcheurs bretons et du Cotentin et de Belgique et de Hollande. Hein, voilà. Bon, alors au bout d'un moment, les pêcheurs manifestent, et face à ces manifestations, le gouvernement britannique envoie la Royal Navy. Enfin, je pense que ça fait marrer tout le monde. Même les Britanniques ne doivent pas comprendre. Enfin, c'est presque un jeu télévisé, si vous voulez. Hein, c'est de la télé-réalité. Bon, voilà, donc Johnson amuse la galerie. Mais pendant ce temps-là, ben, on va dire, il occupe le terrain et il manifeste un rétablissement de la souveraineté britannique, même si je pense qu'à mon avis, tout le monde s'en moque, y compris au Royaume-Uni, où la pêche est un secteur finalement très marginal. Bon, alors en même temps, le gouvernement français, je trouve, est au même niveau de cours de récréation quand il menace de couper l'approvisionnement en électricité des îles anglo-normandes. Enfin, il y a un moment donné, il faut quand même arrêter les bêtises, quoi. Moi, j'ai été stupéfait quand j'ai entendu, je crois que c'était Madame Agnès Pannier-Runacher. Oui, la ministre de l'Industrie, menacer les îles anglo-normandes d'interrompre l'approvisionnement en électricité. Mais enfin bon, je veux dire, c'est n'importe quoi. Donc bon voilà, alors si Johnson fait des provocations de type cours de récréation et que les Européens, en tout cas, enfin, la Commission fait pas, enfin si, la Commission a fait ça. La Commission a envoyé une lettre comminatoire de mise en demeure. Il y en a eu deux, hein. Il y en a une du Conseil et une de la Commission, pour mettre en demeure le gouvernement britannique de respecter la date de mise en place des contrôles en mer d'Irlande. Enfin, je veux dire, on est où? Enfin, moi, enfin, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais là, je trouve que quand on fait ça, ça veut dire qu'on tombe dans le piège tendu par Boris Johnson. Et comme on est grand, majeur et vacciné, on est responsable de nos actes. Et si on est aussi obtus et aussi cours de récréation que Boris Johnson, ça ne va pas arranger les choses. Voilà. Bon, moi, il me semble que les émeutes en Irlande du Nord, c'est très grave. Ça n'a duré que 15 jours. Et que, bon, ben voilà, les Britanniques ne sont pas prêts. On va les aider à être prêts. On va leur donner le temps dont ils ont besoin. Et même s'il y a un peu d'entourloupe, ce n'est pas grave. Enfin, je veux dire, on a patienté 1 an avant le déclenchement de l'article 50. On a patienté 3 ans de plus que les délais prévus par l'article 50. Enfin, je veux dire, on n'est pas à 2 mois près ou à 3 mois près pour la mise en œuvre du protocole nord-irlandais. Ou à 2 ans près. Il faut être que les Européens conservent ce qui a été... Enfin, noblesse oblige, hein, comme disent les Anglais. Et je trouve que dans cette affaire, les Européens ont vraiment fait preuve de noblesse pendant toutes les négociations. Ça serait bien qu'on continue, parce qu'il n'est absolument pas de l'intérêt des Européens, ni même dans nos valeurs, qu'on contribue, même indirectement, à ce que ça pète en Irlande. Parce que si ça pète en Irlande du Nord, ça veut dire qu'il n'y a plus de gouvernement, et ça veut dire qu'il y a à nouveau quelque chose qui ressemble à un état de siège et le rétablissement d'un gouvernement militaire, même s'il n'y a pas de guerre civile. Je veux dire, ça ne serait vraiment pas digne, si j'ose dire, des valeurs que les Européens promeuvent. Voilà, donc aidons Boris Johnson. Si Boris Johnson est nul, aidons-le à être un peu moins nul en Irlande du Nord. Enfin, c'est ma position.
Et entre parenthèses, puisqu'on a beaucoup parlé de la Catalogne hier, je pense qu'on aurait dû faire pareil avec la Catalogne au moment où Rajoy a envoyé l'armée et où Je suis un peu plus d'accord. la justice catalane a condamné à 13 ans de prison des élus au suffrage universel de Catalogne. Et je suis scandalisé que le Parlement européen ait levé l'immunité parlementaire des trois anciens ministres catalans devenus parlementaires européens. Et comme par hasard, et à mon avis c'est un signe assez intéressant, la Cour de justice de l'Union européenne a rétabli l'immunité parlementaire de Puigdemont. Je veux dire, à un moment donné, il faut savoir, si on est vraiment européen, je veux dire, on ne peut pas, je ne sais pas pour quelle raison, conservatrice, considérer que de temps en temps, il faut reprendre la culture stato-nationale du type 1920-1940. Enfin, je veux dire, si on met en œuvre une nouvelle culture de la souveraineté en Europe, on le fait tout le temps et on aide ceux des membres de l'Union européenne qui, à un moment donné, ont des problèmes de souveraineté à les régler. Voilà, moi, c'est ma position. Et donc, je pense qu'il ne faut surtout pas mettre la pression de manière irréfléchie sur Boris Johnson, en tout cas dans l'affaire irlandaise. Bon, le reste, voilà, je vous ai dit, je trouve que si Johnson remettait le Royaume-Uni dans Erasmus, tout le monde serait content. Voilà, donc si on pouvait le convaincre, ça serait bien. Voilà, donc moi, je pense qu'il faut qu'on reste intelligent, qu'il faut qu'on reste souple, qu'il faut qu'on reste, si vous voulez, le bon flic de cette histoire. Et dans un divorce, il y en a toujours un qui est un peu plus amer que l'autre, parce qu'au final, dans un divorce, enfin, bon, hein, un certain nombre d'entre vous ont peut-être vu autour d'eux des gens divorcés. Dans un divorce, le divorce à l'amiable, il y en a quand même toujours un qui déclenche le départ, si vous voulez. Il y en a toujours un qui est plus malheureux que l'autre, il y en a toujours un qui est quitté, si vous voulez. Bon, et là, en l'occurrence, je pense que ceux qui sont malheureux, c'est les Britanniques. Hein, voilà. Bon, c'est eux qui ont voulu partir, c'est eux qui sont amers, c'est eux qui sont. Bon, nous, on reste 450 millions, on reste la deuxième monnaie de réserve du monde, on reste le plus grand marché de consommation du monde. Enfin, je veux dire, voilà quoi, c'est triste, mais je veux dire, bon, ben, donc, on n'a pas de raison d'être méchant avec les Britanniques, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, hein, c'est eux qui ont la tête sous l'eau, on ne va pas en plus leur enfoncer, on va pas en plus appuyer, quoi. On a intérêt à ce que ça se passe bien, il ne faut pas injurier l'avenir. Voilà, enfin, c'est ma position politique. Je suis tout à fait d'accord. Et si je pouvais aller un petit peu plus loin dans l'image, c'est un divorce où non seulement il y a la garde des enfants, on essaye de se mettre d'accord pour que tout soit intelligent, mais en plus, comme les enfants veulent un chien, les divorcés réfléchissent à acheter un chien ensemble, quoi. C'est, si je devais aller jusqu'au bout de l'image. Hélène Clark a fait une remarque beaucoup plus tôt en demandant si on n'avait pas pris un risque avec l'accord qui leur donne un accès au marché intérieur, et est-ce qu'on ne va pas avoir à gérer des querelles sans fin au fur et à mesure que leurs standards s'éloignent des nôtres. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un système dans lequel, finalement, on va négocier produit par produit. C'est-à-dire que tant que leurs produits sont alignés avec nos produits, eh ben, ça passe. Et puis, quand la commission bilatérale entre eux et nous constate que quand même les normes commencent à pas être les mêmes entre les deux, eh ben, on retire tel produit du marché commun entre le Royaume-Uni et nous. Évidemment, et connaissant comment dire, la tradition de négociation des Britanniques, c'est pas un processus qui va se faire de manière simple. Néanmoins, ça reste de mon point de vue préférable à un divorce sec dans lequel on brise les relations économiques entre les deux pays. On a vu, il y a un effet qu'on a dans la prise de transition, parce qu'évidemment au début quand ça commence à rentrer en place et que de l'autre côté, les nouveaux systèmes qui doivent venir remplacer sont pas encore là, il y a un entre-deux pendant lequel c'est le bordel. Moi j'ai été très frappé, une grosse partie des problèmes d'approvisionnement des supermarchés vient de quelque chose d'extrêmement simple, c'est que comme ils ont viré les immigrés européens en grande partie,
les immigrés européens, c'est ceux qui avaient le permis poids lourd. C'est ceux qui conduisaient les poids lourds. Et comme les supermarchés sont livrés par des poids lourds et qu'ils n'ont pas assez de chauffeurs britanniques disponibles, ils se retrouvent avec des vrais problèmes de livraison. Alors c'est quelque chose qui va se résorber, mais effectivement, quand on voit dans le contexte irlandais un peu inflammable à quel point quelque chose d'aussi, je veux dire, d'aussi léger que des rayons de supermarché un petit peu vides et puis des produits frais qui pourrissent un peu sur pied peuvent déclencher des bouffées de violence. On se dit qu'on a franchement intérêt à jouer les choses à la cool. On va avoir une coexistence avec le Royaume-Uni, on va continuer à avoir des projets avec eux, on va avoir un espèce de truc complètement sur mesure et complètement bordélique avec eux, parce qu'à la fin, les accords vont être triturés dans tous les sens, avec des délais, avec des trucs, avec des classes de produits dont on ne saurait plus lesquels c'est et ce qu'il y a dedans. Du genre, qu'est-ce que du chocolat? Là, je peux vous dire qu'on va avoir des belles questions existentielles sur qu'est-ce que c'est que du chocolat. Je le sens venir, ça. Euh, et donc, il va falloir qu'on boive beaucoup d'eau fraîche avec un petit peu de pastis dedans. Bien, alors merci à vous deux, Arthur Collin et Sylvain Kahn, pour ces éclairages. Juste pour conclure, je voulais vous demander, est-ce que vous nous redonnez rendez-vous, et l'abbaye de Saint-Jacques-de-la-Mer sera des vôtres, est-ce que vous nous redonnez rendez-vous pour le prochain divorce qui serait avec l'Écosse? Est-ce que ce ne serait pas un mariage? Et ça sera peut-être un mariage. En tout cas, je saisis la balle au bon pour donner quelques mots de conclusion, pour dire que nous voulions sûrement comprendre ce soir ensemble et avec vous la situation du Brexit, tant pour les Britanniques que pour les Européens. Je voudrais partager un certain nombre de commentaires qui ont dit passionnant. Effectivement, le débat était passionnant. Donc, merci beaucoup Sylvain Kahn et merci beaucoup Arthur Collin de nous avoir partagé à la fois vos interrogations, mais aussi vos connaissances sur le sujet. Et puis, je pense que les Britanniques, pour nous, Bretons, sont nos voisins. Je n'ai pas envie de dire que la Manche est une frontière, j'ai envie de dire que la Manche, c'est une mer que l'on a en commun. Donc, essayons de réfléchir en intelligence à ces relations. Vous nous avez donné des éléments auxquels on n'a pas forcément l'habitude d'approcher, parce que souvent on est dans la critique systématique. Donc, c'était passionnant. Merci beaucoup. Et je voudrais adresser aussi des remerciements à Johan pour cette soirée pilotée et animée au niveau du débat. Remercier surtout les participants pour les questions qu'ils ont posées et vous dire aussi que vous avez tout loisir d'aller visiter évidemment le site du mouvement européen et encore mieux d'adhérer. Et puis, peut-être en conclusion, dire que nul doute que ce sujet va sûrement nous questionner encore longtemps. Il se trouve que dans le monde aujourd'hui, Cécile Ducourtieu, qui est correspondante au Monde à Londres, écrit un article, page 36, intitulé « 5 ans après le référendum, les insaisissables bénéfices du Brexit ». Eh bien, elle termine son article en disant « Le Brexit, pourquoi faire ?» Évidemment, c'est aussi une façon de continuer le débat que nous avions ce soir. En tout cas, un très très grand merci à vous toutes et à vous tous. Une très bonne soirée, un bel été et certainement en septembre pour de nouvelles activités avec nous et avec vous. Merci beaucoup. Merci à tous.